Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Claude Gélina et je vous accueille en ce lundi soir 10 avril 2023. Je vous l'avais promis, on ferait une émission au complet uniquement sur Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre néo-zélandaise, mondialiste, amateur du Forum économique mondial et d'à peu près tout ce qui tourne autour de l'ONU à Genève, en Suisse. Elle a été nommée sur le conseil d'administration du Earthshot Prize. C'est pas quelque chose qui se dit facilement, mais c'est un prix apparemment pour des choses qui étaient très difficiles à atteindre, d'où le nom Earthshot, qui est un peu une allusion à quelque chose qui est difficile à atteindre, mais grâce à l'intervention du prince William, le William de Galles, il va y avoir à ce moment-là, à travers la fondation, il y a 5 grands plans qui sont priorisés pour trouver des idées pour sauver la planète. Vous allez voir, c'est de toute beauté. C'est absolument incroyable de voir l'arrogance de ces gens-là à travers un jeu hypocrite de fondation qui fait en sorte que les gens pensent que des choses vont arriver pour sauver la planète, mais en réalité, ils vont surtout sauver des quantités astronomiques d'argent à travers leur fondation et à travers leur réseau mondialiste. Et ensemble, on va plonger, on va aller voir un petit peu c'est quoi. Toujours garder à l'esprit que derrière toutes ces fondations-là, comme à peu près tous les narratifs qu'on voit qui sortent des classes politiques actuelles, qui sont conseillés par des firmes de consultants la plupart du temps maintenant, il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est bonne, il y a une partie qui est bienveillante authentiquement, mais c'est mélangé avec d'autres intérêts moins connus du public, des lobbies qui vont amener des intérêts qui sont communs à plusieurs fondations afin d'aller de l'avant avec des choses qui correspondent aux objectifs, par exemple, de développement durable de l'ONU. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va parler, je vais diviser un petit peu mon écran, je ne sais pas si vous pouvez me voir, sinon, n'oubliez pas, je suis sur YouTube, Claude Gélina, vous pouvez me trouver facilement. Je suis également dans les autres plateformes que vous aimez beaucoup, comme Rumble, Odyssey, BitChute. Vous pouvez me trouver là très facilement, en fait. Et puis, vous allez pouvoir regarder l'écran que je vais vous partager. Je commence avec chaudière.ca, le forum.chaudière.ca, où j'ai repris un petit peu la nouvelle de l'Express en Angleterre qui disait que le prince William était personnellement honoré de confier à Jacinda Ardern un nouveau poste royal important, parce que vous allez voir, c'est tout relié à la famille royale, à la fameuse Royal Foundation du prince et de la princesse de Wales. Évidemment, ils ont décidé de séparer le Earthshot Prize pour en faire une organisation à part entière en juillet 2022, parce qu'ils l'avaient annoncé, tout ça, ils l'avaient lancé en 2020, mais c'est vraiment en juillet 2022 que tout ça a pris forme. Et évidemment, il y a Jacinda Ardern qui, elle, disait que depuis le début de cette initiative-là, elle était convaincue que le pouvoir du Earthshot Prize d'encourager et de partager finalement non seulement les innovations dont on a besoin, mais aussi l'optimisme, c'était quelque chose qu'elle partageait finalement. Mais évidemment, tout ça, ça date de juillet 2022 ou à tout le moins de 2020. Donc, elle n'a pas eu trop longtemps à attendre avant d'aller se placer sur le conseil d'administration du Earthshot Prize, où est-ce que maintenant elle a une job ultra confortable et assurément assez payante pour entretenir son train de vie. Alors, le conseil d'administration du Earthshot Prize qui a recruté Jacinda Ardern, on a appris ça, nous autres, le 4 avril 2023. Donc, la première chose que j'ai faite, ça a été de voir le tweet et vous allez voir que sous le tweet, si jamais vous allez le lire, parce que je vais vous mettre les liens en description de la vidéo, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont non seulement retweeté, mais aussi commenté. Et évidemment, Jacinda Ardern passe au moulinet. Et oui, c'est pas tout le monde qui est un fan de cette mondialiste qui a cassé du sucre sous forme de COVID sur le dos des Néo-Zélandais pendant 3 ans et qui encore aujourd'hui, même à distance, n'est pas celle qui veut libérer les Néo-Zélandais, mais plutôt par excès de prudence, les maintenir un peu dans la même mouvance que pendant 3 ans, elle a entretenu, elle, de son côté. C'est comme si elle avait gradué du travail qui avait été fait en Nouvelle-Zélande pour être récompensée à Londres au Earthshot Prize pour occuper un poste sur le prestigieux conseil d'administration de cette organisation-là.
Maintenant, le Earthshot Prize, on va creuser un petit peu. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont derrière ça. Mais juste avant, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, évidemment, le Earthshot, il y a différents volets. On va aller sur la page d'accueil et on va le voir. D'ailleurs, en page d'accueil, c'est encore la nouvelle que Jacinda Ardern est maintenant une trustee. Et vous savez que cette semaine, j'ai écrit un article sur les trustees. Et justement, vous allez pouvoir regarder à quel point ces gens-là sont absolument au cœur d'à peu près tous les problèmes qu'on vit dans notre société au sens large. C'est une clique parasitaire qui vampirise les peuples jour après jour, organisation après organisation, on s'en sort pas. La seule façon de s'extirper des griffes de ces gens-là, c'est de reprendre notre pouvoir parce que sans ça, c'est des personnes qui vont tout faire pour nous faire croire qu'ils travaillent pour notre bien. Mais comme vous l'avez vu dans les 3 dernières années avec Ça va bien aller, c'est jamais pour nous, c'est pour des lobbies qu'eux autres, finalement, trouvent des bénéfices mutuels entre eux. Donc, si on descend un petit peu ici en bas, on va voir un petit peu les différents volets où Jacinda Ardern va aller siéger au CA pour aider. Donc, protéger et restaurer la nature, nettoyer l'air, revivifier nos océans, bâtir un monde sans déchets, et puis ensuite de ça, réparer notre climat. Ce sont donc des gagnants dont on voit le visage ici, mais essentiellement, ces projets-là, ça va nulle part. Dans le sens que c'est des choses qui sont jolies, qui sont le fun, qui sont cute, mais le budget total du Earthshot Prize est de 50 millions de livres anglaises. Bon, mais c'est 50 millions de fois plus que ce que j'ai dans mon compte en banque, mais l'idée, c'est que ces gens-là sont capables d'aller chercher des sommes immensément supérieures à ça. C'est la royauté anglaise. Mais ils ne mettent que ce montant-là pour faire posture de vouloir sauver le monde, mais on s'entend que c'est pas du tout ça leur objectif, c'est simplement de pouvoir, eux, se payer des extrêmement belles conditions pour voyager de par le monde et dire à quel point ils sont beaux et ils sont fins et pouvoir signaler leurs vertus auprès de tous ceux qui vont les financer, eux, pour des problèmes qui sont essentiellement insolvables à court terme avec les moyens qu'on a. Donc, c'est bien beau de vouloir sauver le monde, encore faudrait-il qu'on puisse dès maintenant sauver les gens de l'extrême pauvreté, sauver les gens de la faim à tous les jours, de la soif à tous les jours. Beaucoup de gens ont soif dans le monde, pas d'eau propre à boire, c'est malheureusement encore un problème. Donc, évidemment, eux autres arrivent en voulant sauver le monde, mais en même temps, avec 50 millions de livres anglais, je pense que vous êtes capable de savoir que ce ne serait même pas assez pour attirer l'attention de Volodymyr Zelensky en Ukraine actuellement. Alors, peut-être un peu, peut-être pendant une minute à serrer une main avec une moitié de sourire, mais ce n'est pas ça qui l'intéresserait à ce point-là. Donc, on voit ici un petit peu de quoi il en retourne avec le fameux Earthshot Prize, mais vous allez me dire, Claude, Jacinda Ardern, elle se retrouve avec des mondialistes, mais qui sont les gens qui financent le Earthshot Prize? Eh bien, justement, c'est une alliance globale qu'on retrouve de l'autre côté du financement du Earthshot Prize. Et regardez bien qui est-ce qu'on trouve dans les partenaires fondateurs de l'Alliance globale derrière le Earthshot Prize du prince William de Wales et Jacinda Ardern maintenant qui fait partie du conseil d'administration. Eh bien, on retrouve la fameuse Aga Khan Development Network. Parlez-en à Justin Trudeau, parlez-en à tous les Canadiens, on les finance, les Aga Khan. Et on leur envoie beaucoup trop de millions à mon goût parce que c'est juste pas ça que les Canadiens ont besoin d'exporter de l'argent à l'étranger. On devrait garder l'argent pour être capable de faire en sorte qu'ici, les gens vivent décemment et qu'on soit capable, juste par projection de pouvoir, simplement d'aider les autres parce qu'on a les moyens de s'aider nous-mêmes. Mais présentement, l'Aga Khan Development Network est dans les partenaires fondateurs avec le prince William. Donc, on voit dans quel réseau il se tient pour être capable de se rendre jusqu'à Justin Trudeau et ses faveurs. Le Bezos Earth Fund, donc Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, qui lui a un Earth Fund, quelqu'un qui veut aller sur une autre planète, c'est jamais très, très vendeur. Hein? Bloomberg Philanthropies, bien évidemment, tous ceux qui connaissent Bloomberg savent très bien qu'ils sont immensément riches, mais ils contrôlent les médias aussi. Donc, toutes les histoires de fact-checkers, de trolling, de mercenaires médiatiques, de contrôle du narratif, de wokisme, de toutes les nouvelles tendances,
ça sort à peu près tout de ce qui touche de près ou de loin à du Bloomberg, à du Melinda Gates Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation. Ce sont avec le groupe de George Soros, avec les Open Societies, des gens qui se tiennent ensemble pour avoir un seul et même narratif. Donc, Breakthrough Energy, justement, parlant de Bill Gates, ça l'est, ça, son nouveau fonds d'investissement avec d'autres personnes en technologie, je crois, dont Mark Zuckerberg, pour essayer de mettre des éoliennes et des panneaux solaires partout, essentiellement. Là. Ils ont d'autres technologies qui se développent, mais essentiellement, c'est ça. Après avoir passé la gratte pendant 3 ans avec les vaccins, avec son Gavi, avec l'Organisation mondiale de la santé et Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève, en Suisse, Bill Gates est en train d'essayer de passer à gratte avec les budgets pharaoniques qui vont être donnés par tous les États mondialistes sous contrôle de l'ONU, finalement, pour toutes les technologies d'énergie renouvelable. Et puis, essentiellement, Breakthrough Energy, c'est simplement pour dire qu'ils ont une espèce de portfolio d'entreprises qui, eux autres, vont dans le sens de ce que l'ONU, avec les États qui sont alignés sur l'ONU, vont vouloir dépenser. Donc, encore une fois, Bill Gates se positionne pour être celui qui va recevoir des sommes colossales à travers Breakthrough Energy. Il n'est pas là pour rien. Le prince William, ça n'est un autre qui va simplement se placer avec les multimilliardaires de la Terre pour faire de l'argent sans bon sens. Fait que ça fait juste ajouter au fait à quel point c'est ridicule de dire qu'il met 50 millions de livres anglaises pour sauver le monde. T'sais, on voit juste à la taille des partenaires qu'il y a là que c'est un montant ridiculement petit pour le genre de partenaires qu'il y a là. Le Coleman Family Ventures, DP World, l'Expo 2020 à Dubaï, donc les United Arab Emirates, où justement le prince William s'est rendu, si je ne me trompe pas, il y a pas longtemps, justement pour l'Expo, entre autres. Et c'est là qu'il a rencontré évidemment de très généreux financiers. Il y a plusieurs fondations là-dedans, comme la 1111 que peu de gens connaissent, la Hodge Povston Foundation, la fondation de Jack Ma, qui a AliExpress et Alibaba en Chine. Donc, évidemment, il y a au moins la moitié de ça qui appartient au gouvernement communiste chinois. Donc, évidemment, on peut comprendre que la famille royale est extrêmement à l'aise avec le gouvernement communiste de Chine. Il y a eu ensuite, dans ceux qu'on voit ici, Mastercard, le Center for Inclusive Growth. Donc, le Centre pour la croissance inclusive. Ça va être sûrement inclusif pour un certain degré dans Mastercard, mais ne demandez pas aux gens qui sont sur le conseil d'administration et qui ont le contrôle de Mastercard d'être inclusifs. Les autres, ils vont dire non, 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 attention, nous autres, c'est notre niveau. Donc, évidemment, c'est toujours à vitesse variable. Vous avez compris que tout ça, c'est de la grande hypocrisie. Là. Il n'y a pas de vraie volonté d'inclusivité, à part pour amener des nouveaux travailleurs pour concurrencer ceux qui sont déjà là, afin de faire baisser leur salaire, puis afin d'en amener tellement qu'ils vont pouvoir maintenir les salaires très bas, puisqu'il va y avoir une grande compétition pour les emplois. Évidemment, Mastercard est le modèle qui fait plaisir au gouvernement parce que ça emmène dans le marché du travail des gens qui peuvent maintenant être imposés, puis ils sont plus jeunes, ils vont pouvoir être imposés pendant plus de décennies que des personnes plus vieilles qui, elles, sont proches de la retraite. Donc, c'est simplement de recycler la base d'imposition aussi bien aux États-Unis qu'au Canada. On le voit, il y a une immigration massive et record. On n'a jamais eu autant d'immigration au Canada. On parle de près de, je pense que c'est 480 000 cette année, puis 500 000 ou 520 000 l'autre année, mais ça ne prend même pas en compte tous ceux qui sont irréguliers ou illégaux, dépendant de quel côté de la loi vous voyez ça. Et essentiellement, donc, je fais juste une petite parenthèse sur Mastercard avec son Centre pour la croissance inclusive. C'est vraiment les mots-clés de l'ONU. C'est les mots-clés du développement durable. C'est les mots-clés de l'inclusion. C'est les mêmes mots-clés que l'aide internationale féministe de Justin Trudeau. Parce que vous savez qu'il n'y a plus aucune aide internationale dans le monde qui se donne depuis le Canada si ce n'est pas de l'aide internationale féministe à 100%. Il n'y a aucun homme nulle part sur Terre qui peut recevoir une scène noire directement du Canada pour l'aider. C'est quand même quelque chose. Quand on dit qu'il y a une guerre qui est faite contre la masculinité, ben ça, c'est un autre exemple. Pas que les femmes n'en ont pas besoin, mais de ne donner rien aux hommes, c'est un message qui, à mon sens, est bien plus que politique. C'est un message qui est sociétal, toxique. Ensuite de ça,
La fondation Paul G. Allen, encore des échos de Microsoft et de la fortune là-bas. Puis Rob Walton Foundation. Walton, c'est quoi? C'est Walmart? Après ça, les Global Alliance Partners. Alors là, on va retrouver, entre autres, les villes C40. Et oui, Valérie Plante, elle est là-dedans, les fameuses villes C40. Vous l'attendiez, vous le savez. Eh bien, évidemment, la raison pour laquelle elle sourit tout le temps, c'est peut-être qu'elle pense au prince William et qu'elle se dit qu'elle va pouvoir le rencontrer bientôt, faisant partie des villes C40, donc les villes intelligentes, les smart cities qui sont en réalité les control and surveillance cities. C'est des villes qui sont faites pour vous contrôler, vous surveiller, vous monitorer et vous facturer pour chaque chose que vous faites ou que vous faites pas. Donc, c'est sûr et certain que ces modèles-là, c'est des modèles mondialistes où ils essaient de trouver des façons de contraindre les gens dans des géométries de vie, que ce soit des emplois, la manière dont ils peuvent s'alimenter, les endroits où ils peuvent envoyer les enfants à l'école ou devoir les garder selon différents paramètres. Tout ça va devenir des occasions de facturer suite à une surveillance. Donc, on a vu sur certaines autoroutes, au lieu d'arrêter pour des péages, mettre des 25 cents, ou des dollars à la fin parce que ça coûtait très cher, bien maintenant, ils prennent des photos de la plaque, puis ils envoient la facture, puis si c'est un abonnement, ça passe sur l'abonnement. Donc, essentiellement, on peut comprendre que les villes intelligentes, ça fait des décennies que c'est en préparation, et puis eux autres, ils se sont positionnés pour profiter de ça au niveau des villes C40. C'est des grandes villes, et ils veulent se signaler leur vertu entre eux afin de pouvoir profiter des synergies, mais en réalité, des synergies, on a compris que c'est des fournisseurs mondialistes choisis pour profiter des budgets publics pour moderniser, qu'ils disent, les villes, un peu partout. Il y a des gens qui vont passer à gratte, qui vont faire la passe de cash comme jamais, encore plus que la COVID avec ça. Donc, c'est des grosses organisations, là. Donc, dans les Global Alliance Partners du Earthshot Prize du prince William où Jacinda Ardern est rendue, on a le Commonwealth Blue Charter. Puis on va y aller ensemble juste pour aller voir c'est quoi. Donc, ceux qui regardent à l'écran, vous voyez, on accepte les cookies parce qu'on fait une présentation. Donc, il parle de 56 pays qui travaillent ensemble pour la prospérité, la démocratie et la paix. Ce serait peut-être bien qu'il y ait de la prospérité déjà plus pour tout le monde. Vous savez très bien que la prospérité est dans le 1%. Il y a des gens qui ont de l'argent à notre niveau aussi, mais c'est de la toute petite microscopique argent comparé aux sommes absolument colossales. Vous vous rappelez l'exemple que je vous avais fait, que je vous parlais que 0,1 de 1%, 1% de 1% des transactions quotidiennes, juste des sommes que les Rothschild sont supposés posséder. Et le dernier chiffre qu'on avait pour ça, c'était 2010. Là. Fait que vous voyez comment ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'écho de combien ils auraient, puis c'est encore, c'était des estimés, qui étaient très bas par rapport à ce qui aurait pu être. Donc, c'était très conservateur. Puis avec seulement, j'avais dit 1 an qu'on pouvait clairer toutes les dettes du Canada, mais le vrai chiffre, dans ma feuille Excel, ça donnait quelque chose comme 20 jours. Mais j'avais dit 1 an juste pour être sûr qu'on soit vraiment, mais vraiment lousse, là. Mais en réalité, c'était vraiment rapide. Donc, juste en taxant, c'est 1% de 1% sur le prix finalement, sur les transactions quotidiennes d'argent de ces ultra riches-là. Puis on clairerait toute la dette canadienne. Vous avez compris qu'on met ça à un degré plus haut. On claire toutes les dettes de tout le monde. On claire toutes les dettes des États, des hôpitaux, des commissions scolaires. Il n'y a plus de dette nulle part. Puis on fait ça pendant, puis si on le faisait sur des séquences de 20 jours, vous voyez à quel point ça peut aller très, très vite. Puis on change complètement Autrement dit, on peut faire ça pour l'Australie, pour la France, pour l'Allemagne, pour tous les pays. Puis on se trouverait à éliminer complètement les dettes juste sur un mouvement de capital, un mouvement qui se fait de toute manière. Et puis, en fait, l'intérêt qu'ils font, les Rothschild, sur les montants qu'ils transfèrent est tellement plus énorme que 1% de 1% qu'ils ne verraient même pas l'argent sortir. En fait, ils ne perdraient même pas d'argent. Ils en feraient juste légèrement moins, mais légèrement à peine perceptible à leur niveau à eux. Mais même ça, ils ne veulent pas nous le donner. C'est pour ça que quand je regarde une organisation comme le Commonwealth, quand ils disent qu'ils veulent amener la prospérité, en réalité, c'est de la grande hypocrisie. Parce qu'ils sont capables, dès maintenant, ils pourraient, en dedans de quelques mois,
complètement changé le monde en permettant que ces sommes-là retournent aux gens et changent la pauvreté et les choses difficiles, inutilement difficiles que les gens vivent, mais ils ne veulent même pas faire ça. C'est la raison pour laquelle, quand j'entends des gens qui disent ah, mais ils ne sont pas si méchants que ça, c'est pas qu'ils sont méchants ou pas méchants, c'est qu'ils refusent de faire quelque chose de microscopique. Moi, j'appelle ça une taxe nanoscopique là, sur leur mouvement de capitaux pour être sûr de ne rien nous donner pour garder tout le contrôle. C'est horrible ce qu'ils font. C'est horrible. Puis là, les gens vont prendre l'auto le matin, prendre l'auto le soir, faire du trafic, courir, les enfants, la bouffe, l'épicerie. Puis... Mais pendant ce temps-là, ces gens-là ne font que vampiriser la vie des gens extraordinaires, comme vous, qui sont vampirisés par cette classe-là. Fait que quand je vois quelque chose comme le Commonwealth, ben, je suis capable de découvrir assez vite que qu'importe les belles choses qu'ils disent, parce que les couleurs sont belles, les textes sont le fun, mais tu sais, la démocratie, la loi et les gouvernements, là, quand ils disent qu'ils promouvoient la démocratie, quelle sorte de démocratie qu'ils promouvoient? La démocratie de Justin Trudeau, ou est-ce qu'on n'est même pas sûr qui a bien pu l'élire pour qu'il gagne aux dernières élections? C'est ça qui font la promotion? Mais évidemment que c'est ça qui font la promotion. C'est une gang, ils se tiennent entre eux. Puis le simple fait que Jacinda Ardern, elle a eu la job avec le Earthshot Prize, ben ça nous rappelle que cette gang-là se tienne tout ensemble. Fait que dans le Commonwealth, vous allez voir, ils disent toutes sortes de choses qui finalement sont bonnes pour la royauté britannique finalement. Puis ils disent 56 pays qui honorent les valeurs communes. C'est plus des pays qui sont pris sous le joug du pouvoir royal du Commonwealth, où finalement il y a encore des cordes attachées. Et les banques centrales dirigent chacun de ces 56 pays-là. Donc, il ne faut pas penser que ces pays-là pourraient partir dans la prairie tralala puis s'éloigner du Commonwealth. Non, c'est une forme de prison politico-sociétale. Donc, évidemment, tout ça est contrôlé avec des structures qui ne sont pas nécessairement discutées dans nos médias à tous les jours, mais c'est des structures qui existent. Donc, évidemment, je vous montre ça juste pour vous donner un exemple. On revient ici, on va fermer Valérie Plante parce que ça va peut-être briser votre écran à la maison. Conservation International. Bon, là, on tombe dans les affaires National Geographic, Greenpeace. Greenpeace, en passant, c'est nos ennemis jurés. C'est les ennemis du peuple. Ils sont équipe mondialiste là, jusqu'aux oreilles. Ils sont absolument pas de notre côté. Puis des fois, ils disent des bonnes choses pour dénoncer certains excès, des pollutions, des choses comme ça. Mais essentiellement, leur agenda, eux autres, ils ont compris qu'ils veulent faire partie des nouveaux territoires protégés. Vous l'avez vu avec le quoi? C'est 1,7 milliard au Canada, à Montréal, au sommet de la biodiversité, qui a été donné pour protéger, c'est quoi? C'est 30 de plus du territoire au Canada ou au Québec. Il faudrait que je retourne voir les détails, là, mais ils se prennent des centaines de millions de dollars, pas loin de 2 milliards dans ce cas-là, pour faire en sorte que des territoires deviennent protégés pour toutes les rainettes et les wawarons. C'est super pour les animaux, mais en même temps, c'est plate pour nous autres parce que notre territoire ne nous appartient plus. Mais à qui il appartient? Il appartient à des fondations. Il appartient à ce que vous voyez un peu à l'écran en ce moment ici, là. Les Nations Unies, le programme environnemental, le One Earth, le Fauna and Flora International, le Green Belt Movement, Project Everyone avec à la place du O, le signe du développement durable. Ben oui, on le sait qui est derrière tout ça. Puis l'idée, c'est simplement, quand il disait le gouvernement mondialiste va prendre le contrôle mondial des États, ben c'est à travers des projets comme ça. Ou est-ce qu'à travers des arguments creux comme la biodiversité, ils vont venir dans les États puis ils vont dire ah ben là, il faut sauver les grenouilles, il faut sauver telle autre chose. Donc, nous, avec notre fondation, on va prendre les milliards de l'État et puis on va avoir plein de monde qui se promène en 4x4 avec des diplômes de maîtrise des universités qui vont vous faire la leçon comme quoi les grenouilles sont plus importantes que votre capacité à vous à gagner votre vie en bûchant dans le bois puis en ayant 300 $ par arbre. Ben, ça, c'est ce que ces fondations-là vont faire. Donc, ils vont garder les territoires pour eux. Mais là, présentement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'éduquer notre jeunesse à finalement devenir des apôtres du mondialisme, du développement durable. Donc, quand ils vont grandir, eux autres vont penser que c'est normal qu'il y ait 30 de plus du territoire qui appartiennent finalement à des fondations de conservation. Et puis, ils ne comprendront pas, eux autres, que c'était à eux avant, ces territoires-là. Puis que là, ils ne peuvent plus s'en servir, ils ne peuvent plus les toucher.
puis que finalement, c'est l'ONU qui, par procuration de ces fondations-là, parce que je vous l'ai expliqué souvent, l'ONU à Genève, c'est entouré entre 5500 et 7500 organismes à but non lucratif, fondations, OSBL de toutes sortes, ou encore de fournisseurs stratégiques qui travaillent avec justement cette faune-là, cette faune d'OSBL-là, et ils font en sorte d'amener le bras armé commercialement militarisé à l'ONU pour qu'ils puissent aller partout dans le monde puis établir ce genre de fondation-là, puis établir ce genre de contrôle-là sur les territoires, supposément pour sauver la planète. C'est pour ça qu'ils reviennent autant avec cet argument-là. C'est un seul et grand système de prise de contrôle de nos territoires nationaux. Puis pensez pas que vous avez du contrôle après ça sur ces territoires-là, parce qu'ils appartiennent à des ententes qui ont été passées avec des fondations, des affaires sur 30 ans, 35 ans. C'est horrible, là. Je veux dire, vous allez mourir avant que ces ententes-là finissent. Puis ça fait en sorte que ces territoires-là, ça a beau s'appeler Québec sur la map, en réalité, l'ONU sait très bien qu'ils sont en train de placer puis de prendre plein, tous les plus beaux territoires. Ils se positionnent pour être capables éventuellement d'y prendre ou d'y prendre tout de suite. Donc, c'est pas surprenant que toutes ces fondations-là soient aussi pressées. Le World Wildlife Fund, s'il y a un fonds qui est mondialiste, c'est bien lui. Le World Economic Forum, il fait partie de l'alliance des partenaires globaux du fameux Earthshot Prize. Posez-vous des questions. C'est juste 50 millions de livres anglaises. C'est tout. C'est tout. Puis ils ne sont même pas obligés de tout le donner. Ils se donnent ce montant-là pour donner des prix. Puis ce que j'en ai compris, parce qu'ils ne donnent pas des gros montants, moi, je pense qu'ils donnent simplement l'intérêt sur le 50 millions en faisant miroiter la possibilité qu'ils donnent le 50 millions, parce que moi, je n'ai pas vu aucune compagnie qui a eu des montants vraiment énormes à la hauteur de ceci est un prix de 50 millions de livres anglaises. Moi, je pense qu'ils donnent des petits montants qui sont basés sur l'intérêt qu'ils font mensuellement puis annuellement sur le 50 millions, mais enfin bref. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, donc on ne tombera pas trop en conjecture, mais je n'ai pas été impressionné par la grande générosité du Earthshot Prize. Donc, essentiellement, on ne sait pas ce qu'ils font, mais on sait qu'il y a du partenaire au pied carré. Là-dedans, ça n'est gênant. Donc, les Nations Unies et le World Economic Forum et le World Wildlife Fund et Greenpeace, c'est toute la même gang. Donc, surprenez-vous pas de voir Jacinda Ardern tomber là-dedans. C'est toute une seule équipe. National Geographic, qu'est-ce qu'ils font à la télévision? Ils n'arrêtent pas de dire aux gens que c'est à cause d'eux que la Terre ne va pas bien. Puis les gens finissent par croire que c'est vrai à force de l'entendre dans tous les reportages qu'ils écoutent, alors que c'est important de regarder l'autre côté du rideau. On le voit que ces gens-là sont dans une seule et même équipe, puis on le voit dans un écran. Ils travaillent tous ensemble, tous jusqu'au dernier. Ils sont là pour faire en sorte que leurs agendas à eux avancent. Puis évidemment, c'est ce qu'on appelle du trafic d'influence. Parce que grâce au fait qu'ils appartiennent tous à cette grande organisation-là, vous avez compris que les fournisseurs leur courent après. Parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent vendre des services ou des produits, ils vont devoir parler avec les partenaires de l'Alliance, dont ces partenaires-là qui ont une voix probablement qui va porter auprès des membres du conseil d'administration, dont Jacinda Ardern. Donc, vous voyez à quel point tout ça, c'est une roue qui tourne. C'est tout le temps les mêmes qui s'enrichissent entre eux autres. Des fois, il y a un ou deux partenaires qui peuvent un petit peu sortir du lot, là, mais généralement parlant, c'est des gens qui font partie de la même mouvance et c'est la raison pour laquelle ils financent les mêmes affaires. Donc ensuite, les membres de l'Alliance globale, et puis là, vous ne serez probablement pas surpris de voir que Bloomberg, le groupe médiatique, est là, et non pas juste la philanthropie, mais le groupe médiatique. Arup, si je ne me trompe pas, je vais juste aller voir parce que je ne me rappelle pas, mais il me semble qu'ils font de la construction, ça se peut-tu? Sustainable Development, ben oui, ils font du développement durable. Et oui, les éoliennes, comme image déjà pour partir dans leur site web. Carbon neutral, bon, ça c'est la grosse mode. Là. Les édifices qui vont être neutres au niveau du carbone, ils vont vouloir rebâtir à peu près tout ce qui nous entoure en se servant des fonds publics pour cet argument-là, mais le carbone n'est pas notre ennemi. Puis c'est certainement pas les humains qui sont à blâmer pour ça. On en a besoin au niveau des plantes. Et quelqu'un me disait, oui, mais l'humain ne respire pas de carbone. Non, mais il respire de l'oxygène qui vient des plantes qui, elles, respirent du carbone. La ligne est tellement droite, ça m'a comme fasciné de voir
que quelqu'un n'avait pas compris cette ligne droite-là, mais incroyablement, aussi bien la répéter pour ceux qui n'étaient pas au courant que le carbone est important pour les plantes, c'est ce qu'elles respirent. Donc, de vouloir ne plus avoir de carbone du tout, d'avoir ça neutre, ben, c'est sûr et certain qu'il faut se poser des questions, là. Ils servent quoi comme agenda? Donc, Arup, ils construisent. Donc, eux autres, c'est des fournisseurs. Eux autres sont là pour faire de l'argent. Après ça, on a Deloitte. Et oui, que ce soit Deloitte, Boston Consulting Group, Ernst Young, McKinsey, c'est des compagnies de consultation. Vous avez compris qu'ils font la pluie et le beau temps à l'intérieur d'organisations comme celle-là qui achètent finalement des services, des rapports, des conseils. C'est extrêmement payant. C'est des TAL qui prennent, qui aspirent des fonds publics à travers l'ONU et qui sont redistribués à travers toutes sortes de jeux à travers les fondations. Et puis souvent, bien évidemment, Deloitte va faire des rapports qui vont être favorables à, mettons, certains des autres membres de l'Alliance afin que ceux-ci, mettons le C40 à Montréal avec Valérie Plante, puissent aller chercher des budgets du gouvernement ou des taxations supplémentaires pour faire avancer les objectifs de développement durable qui, en bout de ligne, réenrichissent les firmes de consultation comme Deloitte. C'est une grande roue qui tourne. C'est des lobbies d'intérêts privés qui travaillent ensemble exactement dans la même direction afin de vampiriser les fonds publics de tous les États autant qu'ils le peuvent. Je suis curieux d'aller voir Herbert Smith and Freehill. Ça ressemble à des avocats. Je ne pourrais pas dire, mais peut-être. Donc, oui, on accepte, c'est correct. L'intelligence artificielle GPT-4, est-ce que vous... Bon, non, featured content, expertise, people, on va aller voir si c'est des avocats. Find an expert. Ah, ben, coudonc, ça n'a pas l'air d'être nécessairement des avocats. Alors, c'est une firme de consultation. Je ne la connaissais pas. Donc, une nouvelle firme de consultation mondialiste sur le radar. Herbert Smith and Freehill. Alors, je suis pas mal sûr que c'est la première fois que quelqu'un au Québec les mentionne. Je pense pas les avoir jamais entendus. Des spécialistes de la connaissance et des perspectives globales. Wow! On s'entend qu'ils veulent traire la vache mondialiste autant qu'ils le peuvent. C'est clairement leur ligne d'affaires. Donc, ils travaillent pour les filières des consommateurs, de l'énergie, des institutions financières, des infrastructures, des mines. Ils travaillent finalement dans à peu près tous les mêmes domaines que Boston Consulting Group, McKinsey, Ernst Young et les autres. Tous les KPMG de ce monde. Donc, on vient de découvrir quelque chose ensemble. Herbert Smith and Freehill. Hitachi. Eh oui, Hitachi, c'est un groupe un peu comme Mitsubishi qui peut fabriquer jusqu'à des voiliers. Là. Et c'est une immense firme, ils font beaucoup de technologies. Et puis, ils travaillent beaucoup les technologies de stockage, de mémoire, de processeurs industriels, d'appareillage industriel aussi. Et puis, évidemment, c'est un immense groupe, c'est japonais, donc ils touchent à énormément de choses. Donc, ils ont des projets autant comme autant. Donc, ils sont là-dedans. Le groupe IKEA, c'est le groupe, je crois, pour l'Angleterre et l'Irlande, mais enfin bref, INGKA Group. IKEA Retailer, c'est probablement ça. C'est probablement l'Angleterre puis l'Irlande. Mais, enfin bref, on saura ça une autre journée. Microsoft est là-dedans aussi, sans aucune surprise, surtout qu'on a vu plus haut qu'il y avait le Paul G. Allen Family Foundation qui était là. Et oui, donc le Paul G. Allen Foundation, les programmes, et puis qu'est-ce qu'ils font? Après ça, on a quoi? On a Multi-Choice Enriching Lives. J'ai aucune idée c'est quoi ça, mais il y a les couleurs du développement durable, comme un arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Multi-Choice. Ah, c'est Comcast avec NBC Universal. Ah, OK. Puis Sky Partner. Sky, c'est quoi? C'est en Australie ou en Angleterre? Peut-être les deux, en fait. Et puis, ça a l'air d'être en Angleterre, Sky. Je crois. Je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais c'est parce qu'il y en a un autre Sky en Australie. Je suis certain que plusieurs d'entre vous l'avez vu d'ailleurs. Ils ont des nouvelles qui frappent l'imaginaire et c'est très intéressant à écouter. Ils font des super de beaux reportages, mais je ne pense pas que c'est ce Sky-là. Alors, c'est ça. Donc, c'est une compagnie de médias. Donc, un peu comme Bloomberg, ils sont dans les médias jusqu'aux oreilles. Natura Company, ça, c'est Avon. Je n'aurais pas pensé que Avon se lançait là-dedans aussi, mais probablement, les autres, ils ont le Body Shop aussi. Natura, ça doit être des boutiques, j'imaginerais. Puis Aesop. Je ne sais pas s'il y en a qui sont bons dans les produits naturels qui connaissent ça, mais ça a l'air d'être toutes sortes de produits, là, des produits pour la peau, des rouges à lèvres,
des produits un petit peu variés. Donc, eux autres, ils ont une image avec des arbres, avec des gens qui ont l'air des moines bouddhistes, mais des femmes avec des robes qui volent au vent. Donc, on voit que c'est leur clientèle. Ils ont beaucoup de personnes qui ont l'air d'être dans des pays en voie de développement. Donc, on voit qu'il y a comme une espèce de convergence de ce qu'on voit généralement chez Greenpeace aussi. Donc, c'est un peu la même gang. Safaricom, si je ne me trompe pas, ça c'est en Afrique du Sud. Je crois que c'est des télécommunications. C'est un groupe média. À quel endroit donc? Je dis en Afrique du Sud, c'est peut-être pas là non plus. Ben peut-être finalement. Peut-être. Safaricom Foundation Strategy, ils n'ont pas l'air d'être pressés de dire où est-ce qu'ils sont, mais c'est évidemment tous des modèles noirs. Donc, c'est clair et net que c'est ça leur marché. M-Pesa, ouais, je serais sous l'impression que c'est l'Afrique du Sud, mais en même temps, s'il y en a qui veulent faire la recherche, vous allez pouvoir regarder Safaricom sont à quel endroit, mais on peut imaginer que quelque part en Afrique, on retrouve Safaricom. Donc, une compagnie de télécom africaine, c'est extrêmement stratégique de leur part. Salesforce, donc évidemment, on peut s'attendre à ce que toutes les campagnes de financement, parce qu'ils vont sûrement demander aux gens de les financer avec des dons, eux autres aussi, tout ça va probablement être contrôlé à travers des engins de Salesforce. Unilever, évidemment, vous le savez, les savons à travers le monde, beaucoup d'usages de produits qui sont dits naturels, mais en réalité, tu regardes les ingrédients, puis ça a une demi-page. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de stabilisants et de choses qui durent longtemps, mais qui ont des effets parfois très mal étudiés sur la santé et souvent jamais étudiés en synergie sur la santé. C'est du grand Unilever, une compagnie extrêmement riche. Ils font pas mal ce qu'ils veulent. Vodacom, ça, si je ne me trompe pas, c'est en Afrique du Sud. Peut-être que Safaricom, c'était plus en Afrique de l'Ouest ou quelque chose comme ça. Vodacom, ça, c'est en Afrique du Sud, un autre groupe média. Puis Walmart, évidemment. Donc, probablement que Walmart va travailler avec eux autres pour toutes sortes de choses connues et moins connues. Ils ont accès à des ressources considérables pour transporter du matériel un peu partout dans le monde et faire apparaître ou disparaître des inventaires à peu près où ils veulent dans leur réseau. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec tous ces partenaires-là? À vous de me le dire, mais on peut comprendre qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup d'influence et qu'ils emmènent extrêmement large. Donc, c'est qui tous ces gens-là? Pourquoi est-ce que Jacinda Ardern était nécessaire à leur plan à eux? C'est simplement qu'ils ont besoin de travailler ensemble pour avancer des plans communs. Vous savez, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, mettons, pour la biodiversité à Montréal, Biodiversity Montreal 2023. Ce que j'en parlais tantôt, on va aller voir. La fameuse COP 15. On va regarder l'autre lien en dessous après. Donc, ça disait quoi ici? Je vais le traduire en français, que ce soit un petit peu plus simple. Je disais 2023, mais c'est du 7 au 19 décembre 2022 en réalité à Montréal. Il disait que les gouvernements du monde entier se sont réunis pour convenir d'un nouvel ensemble d'objectifs pour guider l'action mondiale jusqu'en 2030. Toujours l'année 2030, c'est parce qu'ils travaillent ensemble qu'ils ont exactement les mêmes objectifs, les mêmes dates. Donc, essentiellement, afin d'enrayer et d'inverser la perte de nature. Comme vous voyez, il n'y a rien là-dedans pour l'humain. Hein. C'est tout pour la nature. C'est très évasif. C'est pas comme si la nature allait envoyer une lettre et dire ah, vous voyez, j'aurais préféré qu'il y ait un meilleur équilibre avec les humains. C'est pas de même, ça va se passer, mais genre pas du tout. Ça va être évidemment un rouleau compresseur de non-élus qui n'ont aucune légitimité, qui vont se réunir essentiellement à nos frais, dans ce cas-là à Montréal, pour décider dans notre dos essentiellement, parce qu'il y a eu certaines des diffusions qui ont filtré à l'extérieur, mais par contre, on n'était pas là dans les discussions de couloirs, de corridors, de salons, de portes fermées, derrière des rubans rouges, on n'était pas là. Toutes les choses qui ont pu se décider là à très haut niveau sur notre dos, parce qu'il y a une partie de notre argent qui est là-dedans aussi, et de notre avenir. Donc, essentiellement, ça s'est passé à Montréal, la fameuse conférence des Nations unies sur la biodiversité, l'APCOP 15. Et finalement, les Montréalais ont continué leur journée en ne sachant pas trop ce qui se passait à ce moment-là dans leur propre ville. Et comme je vous disais, le mot biodiversité, c'est un mot qui a été militarisé. Regardez comment ils écrivent leur texte. La nature et la biodiversité meurent de la mort d'1 milliard de coupures. C'est une expression en anglais, c'est parce que j'ai traduit la page que ça sort comme ça.
Mais essentiellement, ils veulent nous culpabiliser d'être ceux qui sommes à l'origine de ces milliards de coupures. Mais on comprend que les milliards font probablement référence aux milliards d'humains qui ne vivent pas selon leur standard mondialiste de développement durable. Donc, c'est un travail de nous convaincre que c'est nous qui sommes les méchants, alors qu'on voit bien qu'on on fait notre possible déjà. Là. Et puis, essentiellement, eux autres, ils se sont réunis pour dire l'humanité paie le prix de la trahison de son ami le plus proche. Oui, l'ami le plus proche qui nous trahit, c'est probablement toute la classe dirigeante au grand complet. Parce que présentement, on sort de 3 ans de crise COVID et ils veulent nous faire rentrer à plein pied dans la crise climatique. C'est la raison pour laquelle ils ont transité à peu près tous les narratifs que la crise COVID était à cause du climat. Parce qu'ils voulaient être sûrs qu'il y ait un trait d'union entre les deux crises coup sur coup. Puis là, ils sont en train, avec le traité sur les pandémies de l'OMS, de nous préparer la prochaine crise. Parce que là, évidemment, ils ne veulent surtout pas s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent être capables de pouvoir nous rentrer dans la gorge leurs agendas, leurs rouleaux compresseurs. Et la seule façon qu'ils peuvent y arriver, c'est si on leur donne notre pouvoir, si on leur donne le fruit de nos forces vives. C'est la raison pour laquelle je vous dis de retourner à votre cœur, ne serait-ce que de vous reconnaître, d'être capable de savoir que vous existez, puis que c'est vous qui donnez vie à toutes ces fictions-là. Et puis, vous et moi, là, on est les deux à le faire. On travaille autant qu'on peut pour payer le loyer puis la bouffe, mais en même temps, ces gens-là, ils se font un fric de fou là, sur notre dos, puis sur le fait qu'on est tout le temps en train de courir à gauche et à droite, de ne pas pouvoir opposer leur oppression comme il se doit. Alors, je vous en parle un petit peu de ce qui s'est passé avec la COP 15. Donc, eux autres disent ce qui s'est passé, ils ont adopté l'adoption d'un cadre équitable et global assorti de ressources nécessaires à la mise en œuvre. C'est tellement large. Je sais que c'est des grands points, là, mais ça reste que l'adoption d'un cadre devrait se faire avec les peuples, pas juste celui du Canada, tous les peuples qui étaient concernés. Or, à ma connaissance, aucun peuple a été consulté. Aucun. Et pourtant, ils se sont adoptés des choses entre eux. Ça, c'est de la vraie collusion. Ça, c'est de la vraie collusion de la vraie vie. Parce que c'est pas le peuple qui a décidé quoi que ce soit. C'est des supposés représentants, essentiellement, quasi complètement des non-élus, ou quand il y avait des élus, ils étaient entourés d'une armée de consultants, de hauts fonctionnaires, mais eux n'étaient pas des élus. Là. Et puis tout à coup, eux autres adoptent un cadre équitable. Ouais, mais c'est quoi ça, équitable? Équitable pour qui? Pour la nature, pour les humains, pour nous, pour les autres, pour les immigrants, pour les gens qui vivent déjà ici? Il est équitable pour qui? Leur cadre. Puis je dis pour les immigrants parce que quand ils arrivent, eux autres, ils ont-ils le droit de se bâtir une maison ou ce ne sera pas quelque chose qui va être durable? Il va falloir en prendre une vieille, puis là, tout à coup, ça va leur mettre des bâtons dans les roues, ça va compliquer encore l'adoption de leur nouveau pays d'origine, qui est le Canada, les États ou n'importe quel pays où ils veulent s'établir, parce qu'il n'y a pas juste le Canada qui reçoit des immigrants, vous avez compris. Donc, tout ça, c'est des systèmes qui veulent vous garder dans, dans des boucles de limitation. Qu'importe ce que vous faites, vous frappez tout le temps un mur. C'est du red tape, là, le cadre équitable, comme si on avait besoin de ça, comme si on n'était pas assez pris déjà. Avez-vous essayé d'aller chercher un prêt dans une banque récemment? Même une hypothèque, c'est rendu compliqué. Je parle à personne qui me dit ah oui, super partie de plaisir, ben, super accueil, ça a bien été, ils ont compris notre situation, ils ont été très agréables à parler avec, des taux très bas, vraiment, là, jamais que j'entends ça, c'est exactement le contraire que j'entends. Puis, il n'y a personne que je connais qui a réussi récemment à avoir un prêt d'une banque. C'est quand même inquiétant. Puis tout à coup, il y aurait une adoption, en plus de tous ces problèmes sociaux-là, des gens qui perdent leur job, des gens qui se rendent compte que tout coûte plus cher, puis c'est pas fini, là. Ça continue. La Banque du Canada a monté 8 fois les taux. On a dépassé la barre du 4 en dedans de quelques mois. C'est énorme. Donc, les autres objectifs, qu'est-ce qui s'est passé à la COP 15? Je continue là-dessus. Des objectifs clairs pour lutter contre la surexploitation. La surexploitation. Selon qui? La pollution, la pollution, encore une fois, comment? On y rentre 50 000 produits chimiques au Canada à chaque année qui sont à peine testés. C'est comme c'est quoi la pollution? Ça commence où? Ça finit où?
Est-ce que c'est le CIMDUT qui est notre guide pour aller voir si c'est un produit toxique ou non? Parce qu'il y en a des produits toxiques dans certains de nos aliments, même qui se vendent en épicerie. Le dioxyde de titane, par exemple, qui est la petite poudre blanche, c'est reconnu cancérigène. Et pourtant, regardez dans certains bonbons, entre autres ceux de Cadbury pour la Pâques, parce que là, on est le lundi de Pâques, et vous allez voir que ça en avait et que ça en a encore, en fait. Après ça, ils veulent des objectifs clairs pour la fragmentation. Je ne sais pas vraiment c'est quoi. Et les pratiques agricoles non durables. Attention, c'est quoi une pratique agricole non durable? Parce que moi, à chaque fois que je vois l'usage de grains OGM, je trouve ça très, très, très non durable. Mais là, c'est parce que selon l'ONU, ça veut dire complètement autre chose, le non durable. Fait que même sur les termes, c'est clair qu'on ne voit pas du tout la même réalité depuis notre niveau à nous, puis depuis leur niveau à eux, où ils cherchent à nous vampiriser simplement en nous empoisonnant la vie de toutes les manières qu'ils peuvent. Parce que la biodiversité, on pense que ça va même in fine profiter à la nature puis à la faune, mais il n'y a rien là-dedans qui le garantit. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des objectifs, c'est des cadres, c'est des adoptions. On est loin du sapin qui peut pousser avec plus d'espace autour de lui, là. Donc, peut-être qu'un jour, il va y avoir des effets, mais tout ça, c'est vers 2030. Eux autres, ils se goinfrent d'un milliard, puis ils attendent, puis ils attendent. Puis tant qu'il y a le problème, pour eux, c'est payant parce qu'ils peuvent dire vous avez besoin de nous, regardez, il y a un problème. Oui, mais tu n'étais pas supposé de le régler depuis comme 30 ans, ce problème-là. Puis évidemment, ils te regardent en disant mais non, mais non, mais non, ça fait partie de l'adoption du cadre équitable qui a été fait à Montréal en décembre 2022, puis blablabla. Là, ils continuent. Entre autres choses qui s'est passé à la COP 15, je continue. Un plan qui protège les droits des peuples autochtones. Hey, ça, là, come on. Et reconnaît leur contribution en tant que gardiens de la nature. Oui, certains l'ont été, mais en même temps, il n'y avait pas les équipements industriels qu'on a aujourd'hui. Et ils ne faisaient pas les choses comme on le fait aujourd'hui non plus. Et puis, moi, je pense que les Autochtones auraient tout intérêt à faire le pas vers nous aussi, parce que tous les pas que je vois qui sont faits, c'est par l'ONU afin de séduire la clientèle autochtone. Mais là, il ne faudrait pas que les Autochtones tombent dans le piège. Parce que c'est bien beau qu'ils disent qu'ils ne veulent pas être sous la botte des méchants envahisseurs canadiens, québécois, blancs ou qu'importe ce qu'ils voudraient bien dire comme cible advenant que ce soit le discours de certains d'entre eux. Je suis parfaitement conscient que ce n'est pas le discours de tous. Ben, il ne faudrait pas non plus qu'ils tombent sous la botte des mêmes blancs, mais de l'ONU, qui sont en plus étrangers. Mais le pitch de vente de l'ONU est bon parce qu'ils disent on va venir libérer les peuples autochtones. Donc, eux autres voient la clé de leur libération à travers l'ONU. Donc, ils sont prêts à toutes les bassesses, puis ils aiment ça, jouer le jeu de se faire désirer par l'ONU parce que c'est payant pour eux. Ils voient qu'ils pourraient peut-être à un moment donné reprendre possession des terres, des choses comme ça. Mais attention, ils vont les reprendre à quelles conditions? C'est l'ONU qui libère des nouveaux droits, puis des nouvelles reconnaissances, puis des choses comme ça. Est-ce que c'est pas l'ONU qui va mettre des règles aussi pour faire à eux, aux Autochtones, donc un groupe qui est plus petit que tous les Canadiens ensemble, leur faire à eux ce qu'ils voulaient nous faire à nous, mais encore plus facilement parce qu'ils sont moins nombreux, puis peut-être moins capables de s'organiser contre l'ONU parce qu'ils auront été des grands amis de l'ONU pendant au moins une décennie, le 2020-2030, l'agenda 2021-2030. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, quand on voit un plan qui protège les droits des peuples autochtones, attention, là, les Autochtones, ils ont tout intérêt à s'intégrer le plus possible dans la population ici. De la même manière que si moi, je vais vivre ailleurs, je vais m'intégrer avec les Autochtones dans le désert de l'Arizona. Puis je vais leur dire un beau bonjour, comme si c'est mes nouveaux voisins, puis c'est tout. Puis on va vivre ensemble, puis on va être heureux, puis on va avoir des belles complémentarités. Ça va être parfait. Mais si les Autochtones décident de travailler juste avec l'ONU, puis de ne pas travailler d'abord avec nous, bien là, ça peut poser des problèmes ici aussi parce qu'il va y avoir une distance qui va se créer, puis tout le monde va se regarder en disant, ben voyons, tu penses quoi? Il me semble que je ne te connais pas assez, parce que l'ONU comprend très bien qu'ils peuvent avoir plus de pouvoir lorsqu'ils divisent. Donc, la question autochtone, selon moi, est très simple, c'est on est tous dans la même équipe. On est tous dans la même équipe. Puis oui, il y a eu des gens qui ont fait des choses horribles de part et d'autre, des deux côtés. Mais on est rendu ailleurs. On est rendu au point où est-ce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Puis je comprends très bien le plan de l'ONU
de dire les Autochtones, vous êtes différents, vous avez des droits différents, c'est nous qui allons être vos meilleurs chums. Parce que plus ils les éloignent de nous, puis plus ils les approchent d'eux. Mais en même temps, soyez prudents, les Autochtones. Vous vous faites isoler du peuple dans lequel vous avez des avantages aussi. Tu sais, c'est pas le pire pays au monde, le Canada. Il y en a des pires que ça, incroyablement. Donc, juste vous rappeler que de travailler ensemble avec les gens ici, ça n'empêche pas que vous puissiez parler à l'ONU aussi. Mais si vous commencez à trop tomber dans les droits des peuples autochtones, tout ça, ben, c'est parce que là, vous allez devenir sous la botte et sous le contrôle de l'ONU plutôt que d'être sous le contrôle des réserves ou de quelques mécanismes de contrôle que ce soit qu'il y a ici, là. Donc, juste être prudent, parce qu'il y a une dynamique qui s'inscrit. Je n'étais pas parti pour parler de ça, mais le fait que la COP 15 insiste là-dessus à Montréal, moi, je trouve que c'est irritant. Il y a beaucoup de friction avec ce dossier-là. Puis c'est comme si l'ONU venait dire aux gens ici, qui sont les Canadiens, qui sont autant les Chinois de Vancouver que les Tamouls de Toronto, que les, que les Haïtiens à Montréal, dans le fond, c'est les peuples autochtones qu'il faut qu'on reconnaisse leur contribution en tant que gardiens de la nature, alors que tous les gens que je viens de nommer, plus les Blancs, ben, on y fait attention aussi à la nature, là. Puis quand on voit un autochtone, on est poli, on est content, on aime ça apprendre de cette personne-là, on ne veut pas s'en distancier, on ne veut pas qu'il y ait un mur qui s'appelle l'ONU entre nous et les autochtones. On veut justement connecter ensemble. De la même manière que s'il y a des gens qui arrivent ici en tant que nouveaux immigrants, ben on veut connecter avec eux aussi. Il faut qu'on puisse bâtir ensemble. On est dans une équipe pour réussir, pas pour se regarder de loin. Donc, quand l'ONU fait ça, moi, je vois manifestement le plan qui est celui d'isoler les Autochtones afin de pouvoir les contrôler. C'est le truc le plus vieux de la Terre. Laissez-vous pas tromper par ça, les Autochtones. Je sais que vous avez beaucoup de sagesse, mais celle-là, je trouve que l'ONU travaille très, très, très fort à vous isoler dans un coin. Puis, l'ONU n'est pas forcément connue pour être si cool que ça lorsqu'elle a le plein pouvoir sur quelque chose. Vous avez juste à regarder le GIEC, vous avez juste à regarder les excès qui ont lieu avec ça et à regarder l'OMS, et vous allez voir que ça tombe totalitaire passablement vite. Ensuite de ça, parmi les choses qui se sont passées à la COP 15, le financement de la biodiversité. Donc, évidemment, vous avez compris que c'est le financement essentiellement public avec les fonds publics de nos gouvernements. Vous savez, les fonds publics qui pourraient aller pour aider les gens à payer leur loyer, à avoir de la nourriture. Ben non, c'est parti pour les United Nations et tous leurs partenaires qu'on retrouve, entre autres, à travers des collections de partenaires comme dans le Earthshot Prize. Donc, on retrouve évidemment les Greenpeace, les Green Belt Movement, les Fauna and Flora International, tout ce qui gravite autour de ça, si vous voulez. Donc, le point, c'était financement de la biodiversité et alignement des flux financiers sur la nature. Oh my God. C'est alignement des flux financiers vers les poches de l'ONU, j'espère que tout le monde a compris, pour orienter les finances vers des investissements durables. Encore une fois, les objectifs de développement durable, c'est toujours le même objectif, toujours la même obsession. C'est jamais d'aider les gens à mieux vivre, puis en les sortant de la pauvreté, en leur permettant de développer leur petit milieu de vie qui est le plus sain possible. Ben non, le monde reste encore dans des maisons où il y a du radon, où il y a toutes sortes de pollutions, des moisissures, de l'humidité, trop de chaleur l'été, trop de froid l'hiver, des problèmes de santé qui découlent de tout ça. Évidemment, l'ONU ne fait rien pour aider les populations. Elle ne fait que prendre pour des projets fumeux comme ça, où est-ce qu'ils veulent aligner des flux financiers. Qu'est-ce qu'ils pensent, vous pensez? Ils vont chercher des ministres, là, déjà sous influence, ils vont chercher tous les hauts fonctionnaires qui veulent impressionner le ministre pour continuer dans ses bonnes grâces. Et puis, ils vont dire, êtes-vous d'accord avec le fait d'aider la nature? Alors, vous comprenez bien que le ministre, puis toute sa grosse clique, ils vont dire, ben oui, on est d'accord. Puis là, ben, c'est nos dollars à nous qui vont aller là-dedans. Au lieu de nous aider, nous, à nous aider à s'en sortir de quelque problème que ce soit. L'intelligence du peuple est gigantesque, mais présentement, le peuple est pris à la gorge. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut comprendre que tout ça, c'est présenté comme des histoires de biodiversité, mais ce n'est pas le cas. C'est une attaque frontale contre le peuple. J'espère que tout le monde le comprend. Likez si vous comprenez ça.
Parce que si vous ne likez pas, si vous ne le dites pas, si vous n'êtes pas là, les gens vont être sous l'impression que, ben non, la biodiversité, on va continuer à domper des milliards là-dedans. C'est normal que tous les milliards partent vers Genève, puis c'est normal qu'on aille à s'appauvrir pour enrichir des flux financiers qui vont vers l'ONU, encore une fois, parce qu'on n'envoie pas déjà assez de milliards comme c'est là à l'ONU. Il faut en envoyer encore plus via la biodiversité. Tu sais, l'ONU ne sont pas venus ici pour nous rendre service, là. Ils sont venus ici pour venir faire le plein de cash avec une brouette. En fait, des milliers de brouettes. Et puis, essentiellement, quand ils disent qu'ils veulent aller vers des investissements durables, c'est à travers l'agenda des objectifs de développement durable, les fameux 17 objectifs. Ça rentre là-dedans parce que leur groupe à eux autres, leurs industrialistes, sont alignés sur le développement durable. Donc, c'est des industries comme Bill Gates avec Breakthrough Energy qui fabrique des éoliennes, des panneaux solaires, puis toutes sortes de choses qui vont avec les énergies durables. Ben, c'est des compagnies qui se sont alignées dans les filières des 17 objectifs de développement durable pour pouvoir être les fournisseurs qui vont faire des immenses passes de cash en disant aux gens qui sont en train de sauver la Terre. Ça va être du Greta Thunberg all over again. Ils vont vous trouver d'autres porte-paroles pour faire pleurer les matantes qui écoutent les canaux où Greta Thunberg est vue comme une divinité qui marche sur Terre. Et ça va faire en sorte qu'il va y avoir une espèce d'appui à ce que des milliards de nos milliards continuent d'aller dans ces directions-là. Donc, vous voyez très bien que ce n'est pas pour nous que tout ça est fait. Il n'y a rien de ça qui est fait pour nous. Puis, encore moins pour la nature, c'est simplement de geler des territoires, de contrôler des territoires, de mettre des outils de surveillance dans les territoires, de pouvoir installer plein de choses qu'on ne pourra jamais voir. Il n'y a personne qui a le droit d'y aller. Ou alors avec des permissions, ou avec des permis, ou avec des tarifs, ou avec des limitations, où vous devez sortir à telle heure. Essentiellement, on perd le contrôle sur nos territoires pour que l'ONU, graduellement, à travers directement elle ou des organisations qui travaillent avec elle, prenne le contrôle de pans entiers de ce qui constitue notre portfolio naturel au Québec, au Canada et un peu partout en Occident. Donc, c'est extrêmement inquiétant de voir ça aller et c'est inquiétant de voir qu'il y a eu adoption d'un cadre équitable et global. Juste ça, ça devrait vous froisser les oreilles, là, sans bon sens. Un cadre équitable et global, mais vous n'avez jamais été consulté. Donc, de votre point de vue à vous, ce n'est ni équitable ni global. Puis tout ça est assorti des ressources nécessaires à la mise en œuvre. Mais c'est vos ressources et personne ne vous en a jamais parlé. Pensez-vous que c'est l'ONU qui va venir mettre de l'argent ici? Oubliez ça. Tout l'argent qui peut sortir des mains de l'ONU, c'est parce qu'on leur a déjà envoyé. C'est la seule raison qu'une scène va sortir des mains de l'ONU, c'est que ça venait de nos poches de toute manière. À nous ou à un autre pays d'Occident ou un autre pays qui contribue, mais essentiellement, tout ça, c'est un show de clown. Et les Québécois doivent se dresser contre ça et voir l'imposture pour ce qu'elle est. Parce que sans ça, on va continuer à se faire jouer des spectacles comme ça, où des gens qui ne sont pas élus, qui n'ont pas de légitimité, vont décider entre eux de nous mettre sur nos épaules des choses qu'on n'a jamais décidées, puis qu'on n'a jamais voulu pour la plupart d'entre nous. Alors, il y a ça qui se passe et je pense que ça valait la peine d'en parler parce que j'ai commencé la vidéo en vous parlant de Jacinda Ardern, du prince William de Wales, de Galles en français, et évidemment de comment est-ce qu'ils s'organisent eux autres pour avoir un immense pouvoir mondialiste à travers les filières mondialistes, puis comment tout ça est distillé jusqu'à notre niveau, puis pourquoi il faut se battre contre ça. On ne peut pas tolérer que des choses comme ça se produisent. Ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Alors, je me prends une dernière minute pour vous parler, de vous remercier de venir sur ma page Facebook, de me donner une chance en amplifiant mes publications parce que j'en publie vraiment beaucoup, de les partager, de les liker, de les commenter, de les faire résonner dans d'autres groupes, dans d'autres cercles, parce que vous le savez, je suis shadow banné et on a encore sur Facebook 13 fois plus de personnes que dans tous les autres réseaux réunis, selon les calculs que je peux voir. J'ai la chance d'avoir des gens parmi vous qui venaient dans mes forums.chaudière.ca ou forum.liberté.ca pour venir chercher de l'information et pour repartager les publications qui sont là avec vos cercles, souvent dans VK ou dans Twitter.
et ça fait en sorte qu'on est capable, tout le monde ensemble, de faire circuler de l'information qui nous ressemble. Donc, je vais vous parler de d'autres projets qui s'en viennent dans d'autres vidéos. Celle-ci, je vais la clore simplement en vous remerciant de tout cœur ceux qui ont élu de me faire parvenir un don pour m'aider, qui comprennent que ce que je fais a une importance qui est plutôt stratégique, plutôt unique. Et sans vous, je ne pourrais rien faire. Donc, merci de tout cœur, tous ceux qui m'aident, qui m'encouragent, qui me likent. Je vous aime tout autant et je vous souhaite une magnifique et inspirante journée en ce lundi. Bonjour.